Radioscopie. Radioscopie. Léo Ferré. Jacques Chancel. Léo Ferré, je suis heureux de vous retrouver. Je serais tenté de vous demander comment va l'enfant de Toscane, parce que vous n'êtes plus tellement en France. Vous avez choisi l'exil, non? Depuis 11 ans, oui. C'est un bon exil? Oui, c'est pas mal. C'est l'Italie, c'est pas mal. Hein. Mais pourquoi l'Italie? Parce que c'était un concours de circonstances. Il fallait que j'avais besoin de partir. Et puis, comme je suis aux trois quarts italien d'origine, et comme j'aime l'Italie, comme je ne connaissais pas cette région de l'Italie où je suis maintenant, qui est le centre un peu, enfin, du côté de Sienne, je suis allé là-bas et je me rends compte que il y a 11 ans qu'on est là-bas et vraiment c'est un pays, comment dirais-je, avec tous les défauts que cela comporte. Enfin, vous comprenez, on dit que l'italien est comme ci et comme ça. Il est comme ci et comme ça, et puis il est aussi très bien et un peu mieux que nous, je pense. On peut se demander pourquoi vous avez quitté la France. C'est une déception, un gros chagrin? Non, le chagrin, non. C'est parce qu'il fallait mieux que je parte. Moi, j'ai fait ma propre révolution en 68, quand il y avait cette révolution, dont on peut dire que ça n'était pas une insurrection, hélas. Ou alors ça a été une insurrection vite mise en forme et en rang bien serré par les gens et de droite et de gauche. Hein. Il fallait que je m'en aille parce que, bon, c'est tout, quoi. Je peux pas raconter ma vie, il y a des gens qui la connaissent. Vous savez, le destin est ainsi fait que on a l'air de vous obliger à prendre des décisions dans la vie, à faire quelque chose, à prendre telle route. Et en définitive, vous prenez cette route parce que ça ne peut pas être fait autrement, on ne peut pas l'expliquer. Vous avez quand même conscience du chemin que vous avez parcouru, des choses que vous avez faites Bon, vous savez, quand on me dit tu recommencerais, je dis non, parce que s'il fallait recommencer en sachant tout ce qui va se passer, je ne le ferais pas parce que c'est un peu monstrueux. Mais au moment où on le fait, si je devais recommencer il y a 30 ans, par exemple, en 1950, ou même un peu, lorsque j'ai commencé fin 46 au Bœuf sur le Toit, cabaret, dans le 8e à Paris, je dirais non. Mais à ce moment-là, c'était possible. J'ai un métier très difficile, mais on croit au Père Noël tous les matins, vous comprenez. On se dit, ça va pas, mais ça va aller dans cet après-midi, ça va aller dans 2 jours, ça va aller. Et puis le temps passe comme ça, et c'est pour ça qu'on accepte tous ces règlements de la vie et du destin, et qui font que on ne sait pas ce qui va arriver, et parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, on accepte que ça arrive très très longtemps après, vous comprenez, et que ça dure longtemps. Mais Léo Ferré, vous avez l'impression d'avoir changé au cours de ces dernières années? Parce que là, c'est quand même une transformation totale pour vous. C'est pas une transformation totale, vous savez, je suis... Des retrouvailles avec vous-même, peut-être? Peut-être pas, moi je me suis jamais tellement perdu de vue, vous savez. Je faisais des voix semblant d'être... Vous savez, j'ai un tempérament, moi je ne me laisse pas faire, mais j'ai appris que j'avais une patience extraordinaire. Et je ne le savais pas. Et je me laisse faire. Je me suis laissé faire longtemps par des gens qui avaient des idées derrière la tête. Et ça, c'est abominable. Et je ne me rendais pas compte tellement à ce moment-là que ces gens avec qui je vivais, ou avec qui j'étais censé vivre, des fois, je faisais semblant, avaient des idées derrière la tête. C'est abominable, vous savez, les gens qui ont des yeux derrière les yeux, vous savez. Voilà. Alors vous avez été d'abord musicien, Léo Ferré, c'est vrai. Oui. Les mots sont venus après, il fallait faire presque des légendes sous des musiques. Et on s'aperçoit, lorsque le livre est dégagé des notes de musique, que le livre tient et que l'on retrouve le poète. Et vous avez dû le remarquer, je le vois là, j'ai le gros livre devant moi, Testament phonographe, avec tous les textes, et on peut véritablement se passer cette fois-ci de la musique. Vous ne l'aviez pas construit quand même comme un texte à écrire? Non, pas du tout. Ou à publier, disons. Non. Je sais pas, je peux pas vous répondre là-dessus. J'ai écrit des paroles parce que j'étais musicien, je voulais faire carrière de musicien, il fallait que je ne fasse que ça. Et comme j'avais de la voix, je chantais quand j'étais petit, un jour j'ai essayé j'ai écrit des paroles sur de la musique,
je veux dire que si je n'avais pas eu de voix, je n'aurais pas écrit de paroles, je pense pas. Ou alors d'autres circonstances m'auraient amené à écrire des paroles, mais j'étais musicien. Et vous remarquez que je dis toujours paroles. Hein. Oui. C'est rigolo, hein. Et vous savez pourquoi? Je disais l'autre jour à un camarade journaliste, si Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, enfin je parle des trois plus grands du 19e, avaient eu de la voix, s'il y avait eu des enregistrements, enfin la façon nouvelle et actuelle de s'extérioriser pour un parolier, un musicien, ce ne seraient pas des poètes, ce seraient des ACI, des auteurs, compositeurs, interprètes. Voilà, les poètes, quoi, aujourd'hui surtout, n'écrivent pas de musique, vous comprenez. Alors, ce sont des poètes, et ceux qui font de la musique avec sont des ACI, voilà. Mais vous pensez que Rimbaud, Baudelaire, Verlaine seraient aujourd'hui des auteurs de chansons? J'ai dit s'ils avaient de la voix, s'ils étaient musiciens. Bien sûr, ils mettraient de la musique, ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de problème, je pense, à mon avis. Il y a dans tous vos textes du désespoir, mais j'ai toujours remarqué, et je les ai lus très attentivement, que la porte est entrouverte. Donc, même lorsque vous poussez le grand cri de gueule, oui, il y a quand même plein de générosité. Non on parle de désespoir. Dans désespoir, il y a espoir. Oui. Hein. Ouais, bien sûr. Vous savez, rien n'est absolument désespéré jamais. Je dis dans un texte en 72 que il y a une petite porte ouverte. Il suffit de la pousser, mais il est probable que c'est très 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 difficile de pousser cette porte par laquelle on voit un peu passer le soleil. Je parle de 68 et voilà, en définitive, je pense que les gestes qui ont l'air les plus simples, les plus faciles, ne se font jamais parce qu'ils sont beaucoup plus difficiles à faire à exécuter que d'autres, n'est-ce pas? Pousser une petite porte à moitié ouverte, peut-être que c'est énorme à faire. Léo, que voulez-vous dire lorsque vous écrivez « Je vivais dans une sorte de malédiction confortable ». Oui, parce que, vous savez, le poète était maudit, enfin, bon, c'est vrai, l'artiste est maudit, hein. On est toujours dans la marge, et puis si on pouvait nous descendrait demain matin, n'est-ce pas? Oui. Je parle moralement. Quoi. Les temps ont changé, quand même. Non, mais enfin, on n'aime pas tellement les gens, les marginaux, vous savez, on les aime pas. Hein. Je dis malédiction confortable parce qu'en définitive, vous savez, je suis libre, et c'est pour ça que je vis dans le confort. Je n'ai pas de patron, c'est ça, vous comprenez? Vous n'en avez jamais eu? Jamais eu, non. Puis vous êtes terriblement lucide, parce qu'il y a cette petite phrase qui vient, et je veux dire que c'est dans la première page du livre, « Les voyous ne sont pas tous enfermés dans les prisons. Non. C'est une idée reçue. Il en est qui vaquent en toute tranquillité dans les salons, dans la rue et dans les ministères. » Oui, c'est sûr. Vous savez, il y a des tas de gens, je ne me mets pas en dehors, moi. J'étais, il y a pas longtemps, je chantais aux alentours de Paris, à Fontenay-sous-Bois, qui est une banlieue qui est devenue très importante, enfin tumultueuse comme toutes les banlieues. Et je cherchais l'endroit où aller. Je sais pas, je chantais dans un théâtre. Et alors il y avait des tas de gens, c'était grand, on n'en finissait plus. J'ai cherché un agent de police pour demander l'adresse, quoi. Je n'ai pas trouvé. Alors je dis que les gens sont très disciplinés, ils le sont parce que c'est comme ça, parce que c'est la peur de ce qui peut arriver, vous comprenez, je pense. Hein. En définitive, voyous, il n'y a pas tellement que ça, des voyous, et pourtant, il y a un côté voyou dans chacun de nous. Et vous ajoutez maintenant, parce que je parlais tout à l'heure de solitude, et maintenant je vis seul. C'est vous qui le dites. Oui. Et ça n'est pas tout à fait vrai, car vous avez une famille. Ah, mais ça n'a rien à voir, ça, avec la... Oui, si, quand même, ça accompagne une solitude. Je sais bien que la solitude, ça n'est pas ceux qui sont autour de soi. Non, c'est les histoires que je suis seul, les problèmes que je suis seul à me poser, quand je m'en pose, bien sûr, puis ça ne regarde personne. Vous savez, le matin, il faut que à l'heure où j'ai décidé de travailler, parce que c'est le moment, parce que je suis pris par un enregistrement, ou parce que vous savez, moi j'écris la musique, souvent je dors, parce que j'ai pris rendez-vous avec des musiciens dans un studio, et puis comme il y a beaucoup de musiciens, il faut vraiment que je le fasse, et je prends un rendez-vous avec les musiciens un mois avant, à peu près, en Italie, et alors je me mets à écrire. Et imaginez que je ne puisse pas écrire, ça peut arriver. Hein, c'est ça la solitude. Et ça, je ne peux en informer personne. Même pas ma femme, ni mes enfants, ni les gens qui m'aiment. C'est ça, la solitude pour l'artiste. Mais Léo Ferré, vous êtes là près de moi, à 50 cm, et je vous trouve très apaisé. Vous avez changé de visage. Ah, bah ça, c'est vous qui le dites, je ne me rends pas compte. Non, mais vous en avez l'impression, vous le savez, vous le ressentez? Bah, je suis heureux, et vraiment heureux. Il m'est arrivé souvent de dire que j'étais heureux pour donner le change,
pour faire semblant. Moi, je dis que lorsque quelqu'un vit avec une personne qui, comment dirais-je, qui le dépasse physiquement ou matériellement, n'est-ce pas, corporellement, je sais pas comment on peut dire, physiologiquement, enfin. Il y a des gens qui ont une influence sur vous, qui un jour vous ont coincé, on ne sait pas pourquoi. Et un homme tombe, par exemple avec une femme, un homme tombe une fois, n'est-ce pas, une première fois. Hein. Bon, il tombe une première fois, il se ramasse, et puis après, il tombe plus, mais il arrange les coups pour pouvoir s'arranger avec la personne avec laquelle il vit, parce qu'il est plus simple de vivre avec le sourire, même ce sourire qu'on provoque, pour être mieux, pour être plus tranquille. Même si l'on dit, oh, cette personne, oh, elle est formidable, et quelle gentillesse, et puis, oh, quelle intelligence. Et alors, la personne qui est avec vous, qui fait métier, peut-être, des fois, d'être lucide, et plus lucide que vous, à ce moment-là, n'est plus lucide. Lorsque vous faites des compliments à quelqu'un, la personne devient plus lucide. Elle est tellement contente que si vous devez vivre avec cette personne, le reste de la journée, ou le reste de l'année que vous avez à passer avec elle, il est plus facile de vivre dans le compliment que dans l'horreur et dans le scandale toujours recommencé et heure après heure, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que c'est, psalico, petit mec, fumier. Il vaut mieux entendre dire, chérie, comment vas-tu? Ça va? Ah, alors, on répond, mais oui, chérie, ça va. Personne, on ne pense ni l'un ni l'autre à ce qu'on dit. Bon, c'est ça qui fait les couples de la honte, souvent, et qui n'en finissent plus d'être la honte, et il n'y a que les deux personnages du couple qui savent et qui connaissent la question. Vous comprenez? C'est terrible. Ah oui, c'est terrible ça. Vous avez besoin de tendresse, hein? Oui. Oui, vous savez, moi tout le monde en a besoin d'ailleurs. Puis j'aime beaucoup aussi de donner. La tendresse, c'est... Voilà quoi, c'est terrible. Puis peut-être vous ne saviez pas que vous pouviez être père. Non, je ne voulais pas, hein. J'ai jamais voulu avoir... jamais voulu, non. Puis j'ai trouvé que bon, ça ne s'est pas fait, quoi. Et puis ça s'est fait. Ah oui, ça s'est fait, oui. Hein? Oui, et puis c'est extraordinaire, vous savez, je dis toujours que... Vous savez, un enfant, c'est banal, mais quand c'est le vôtre, hein, ça n'est plus banal du tout. Mais Léo, vous avez de l'ambition pour lui aujourd'hui? Bon, vous avez traîné votre vie, vous l'avez rendue d'ailleurs belle parce que vous avez quand même créé, vous avez laissé des chansons. Oui, mais j'ai eu la chance, hein. Bon, j'ai eu la chance d'être comme... Vous savez, la chance, il faut la faire. Non, mais d'être comme je suis, quoi. Ouais, bon, alors pour lui, on m'a fait comme ça. Pas ce métier, hein, sans doute. Je ne pense pas d'ailleurs, mais vous savez, moi, je n'interviendrai jamais dans la volonté dans les passions de mon fils, hein. Alors vous parlez des événements, vous parlez de panique, vous parlez de tristesse et vous avez un peu peur malgré tout, et vous l'avez bien dit, mais vous fermez comme tout le monde, quand même, vous fermez les yeux sur ce qui vous empêche ou ce qui nous empêche de vivre. C'est-à-dire que nous en sommes tous là, bon, pourvu que les événements sont loin, ben, oui. Tant mieux que ce soit loin. Vous savez, je dis, et c'est pratique, je dis que, et je crois que c'est vrai pour tout le monde, ce que je ne vois pas n'existe pas. Ouais. Je sais qu'un jour, il y a quelqu'un qui arrivera et qui arrêtera tous les gestes qui vont contre l'autre. Alors, par exemple, j'imagine, j'ai dans une salle avec des micro-téléviseurs, je vois tout ce qui se passe. D'ailleurs, je sais tout ce qui se passe, aussi bien ici, à Sienne, ou à Moscou, à Kaboul, puisque Kaboul, maintenant, c'est ce que c'est. Avant, on ne savait pas. Kaboul, capitale de l'Afghanistan, on avait de la difficulté même dans un concours de radio ou dans des jeux, qu'est-ce que c'est que la capitale de l'Afghanistan? Personne maintenant on sait, hein. Non, c'est au Brésil ou au Cambodge. Au Cambodge, et puis au Chili, et puis en Argentine. Eh bien, voilà, ça arrêterait. Alors, on arrête tous les gens dans un geste. Dans le geste qui est contre l'autre. Que ce soit celui qui va voler, soit qui va tuer, soit celui qui est méchant, soit qui torture, et voilà, ils sont figés. Alors, dans la rue à Paris, vous ne, je sais pas moi, si ça arrive tout à l'heure à 12h01, mais vous ne pouvez plus circuler parce que vous voyez tous les gens figés, n'est-ce pas? Vous dites, qu'est-ce que c'est ça? Et vous les figez pendant 3 minutes. Et alors tout d'un coup, après, c'est fini. Alors les gens qui se sentent figés, qui poursuivaient quelqu'un pour lui faire du mal, il s'est arrêté 3 minutes, mais il se rend pas compte. Alors il se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, on m'a regardé. Alors il regarde un peu comme ça, il dit, tiens, j'ai eu l'air de ridicule, alors qu'est-ce que c'est ça? Et puis, dans le monde entier, comme ça, hein, sur la planète, quoi. Et on arrête le mal, quoi. Oui, on arrête, attends, 3 minutes, hein. Et puis, je sais pas moi, 3 heures après, mettons, on l'arrête 3 semaines.
Et puis après 6 mois, vous voyez? Et puis après 3 ans. Ouais. Et les gens qui seraient figés comme ça ne s'ouvriraient pas. Ils n'auraient pas faim, ils n'auraient pas soif, ils n'auraient pas envie de dormir. Ils seraient là, conscients de ce qui leur arrive. Voilà. Je crois que il y a, j'appelle ça un ange noir parce que c'est facile. Ça va arriver, ça, vous savez. Un ange noir ou un messie? Même pas Messie, non, parce que Messie ne s'occupait pas de ces gens-là. C'était pas le Messie d'ailleurs. Alors voilà. Ça fait une belle nouvelle, ça. Vous avez écrit? Non, parce que c'est même pas écrire, il faut que ça arrive. Quoi. Mais je pense que ça va arriver. Je sais que ça va arriver. Il y a aussi votre âge. Et vous avez dit tout à l'heure, je suis né en 1916. Vous m'avez dit. Ça fait quoi? Ça fait 63 ans, ça à peu près? 63 et bientôt 64. Hein. Ça a de l'importance, l'âge, dans une vie, dans une création. Sartre, avant de disparaître, une interview dans un journal, dans un hebdomadaire français. Et il a été entraîné à dire que... Dans le Nouvel Observateur. Ouais. Il a entraîné, je ne suis pas d'accord d'ailleurs avec ça, hein, mais il a été amené à dire que ce sont les autres qui vous font vieux. Hein, c'est vrai. Et un jour, je l'avais vu, j'avais parlé avec lui, et il m'avait dit... il m'avait parlé de cette question d'âge, et comme il est né en 1905, moi je suis né en 1916, je lui ai dit, vous savez, quand je suis né, vous étiez encore un enfant. Et alors il m'a dit, ah oui, quand vous êtes né, j'avais encore 5 ans à être dans l'enfance. Alors ça devait le poursuivre un peu. Et le seul problème qu'il ait eu, je crois, ces dernières années, c'est qu'il pour des raisons diverses, enfin, il a vu cette infirmité dans les yeux qui fait que il ne pouvait plus écrire. C'est ça le désespoir de cet homme. Que faites-vous d'une journée en Toscane? Parce que je sais que vous avez là-bas une imprimerie et je vois ce livre, parce que vous avez souhaité que ce livre soit publié, Testament phonographe, il est publié aux éditions Plasma. Et moi je pensais que vous auriez pu le publier aux éditions Léo Ferré. C'est possible ou pas? C'est la raison pour laquelle j'ai gardé tous ces textes depuis 62, vous savez. Ouais. En me disant, bon, je les garde, ils ne seront jamais édités chez quelqu'un d'autre parce que, surtout chez les éditeurs de musique, ça alors c'est des drôles de gens. Et parce que je le ferai un jour. Ouais. Et je pouvais le faire techniquement comme ça. Je pouvais en imprimer 1000 quoi, ou 2000 au maximum parce que c'est un contrat. Ça c'est possible, même les relier aussi. Les relier aussi. Avec le dos carré, hein, tout. Oui, absolument. Absolument. Et puis bien fait, croyez-moi. Et avec un beau papier. Je me rappelle certains papiers, oui. Je peux pas le faire tout seul, vous comprenez. Mais je peux pas être aidé parce qu'il y a que moi qui sais faire ça à la maison, c'est tout, quoi. Je suis un maniaque. L'imprimerie, j'ai appris ce métier dans les livres un jour. Bon, vous savez, lorsque des fois je me mets à imprimer certaines choses, il faut que je réapprenne toujours un peu à faire. Je suis pas un ouvrier, et les ouvriers de l'imprimerie, c'est vraiment leur métier. Et quand j'ai la prétention d'être comme eux, je me casse le nez, hein. Mais que se passe-t-il dans une imprimerie? C'est un jeu passionnel, ce sont les caractères, ce sont les encres, ce sont les lignes, c'est quoi? Probablement, d'abord les caractères, et puis la mise en page, et puis le fait le miracle de la reproduction, comme ça m'a toujours fasciné. Le bonheur de l'artisanat aussi. Aussi, oui, et puis cette chose, j'ai toujours eu beaucoup d'estime, et puis je me suis toujours senti humble, et je me sens encore humble devant quelqu'un qui travaille avec ses mains alors que je ne sais rien faire avec mes mains. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai essayé de faire quelque chose avec mes mains, quoi. Vous comprenez? Voilà, quoi. Léo Ferré, je voudrais savoir si vous êtes content de tout ce que vous avez fait. Si vous êtes content. Vous nous avez laissé quand même pas mal de choses. D'ailleurs, vous refusez, ça je ne peux pas le comprendre, vous refusez, par exemple, de reprendre vos vieilles chansons. Je veux dire que il y en a de superbes, comme si, véritablement, vous ne vouliez plus les reconnaître comme vôtres. Comme si vous en aviez honte. Or, elles font partie d'une œuvre. Bon, j'ai pas honte. Je pense pas à ce que j'ai fait. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire. Vous savez, demandez à n'importe qui fait mon métier, n'importe quel artiste, il vous dira, ce qui est important, c'est la passion, le plaisir que je prends à faire, ce que je fais, en définitive. Non, un homme comme Brassens, par exemple, aime à retrouver ses plus vieilles chansons. Mais vous pensez que vraiment il aime à retrouver ses... Demandez-lui vraiment. Si, vraiment, nous en avons parlé. Et j'allais parler aussi avec vous, souvent, Léo, et oui, pour les vôtres. Bon, alors lui, c'est son... il l'aime ça, vous comprenez. Bon, moi non, pas du tout, non.
d'abord, je ne m'émeus pas sur ce que j'ai pu faire, sur ce que je fais. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que je fais. Et jamais je ne fais quelque chose en pensant, ah, ce matin, je me lève, je vais envoyer un message à quelqu'un. Je ne pourrais pas écrire. Ce que je fais, c'est parce que c'est, surtout avec la musique, alors ça, c'est à la fois le bagne et le bonheur. Ah, extraordinaire. Non, c'est d'abord le bagne, vraiment. C'est vraiment le bagne, vous savez. C'est fantastique. Mais alors après, c'est le bonheur incommunicable. Alors là, je suis le roi. Ah, formidable. Alors la musique morte. Et quand je pense qu'il y a des gens qui veulent participer à vos trucs, là, comme ça, à vos droits, à vos machins, alors que ça vous sort de vous, vous comprenez? Alors que ça sort du tréfonds, de l'antique et solennel tréfonds, et des gens qui veulent participer à votre truc, qui veulent se mêler de ce que vous faites. Quelle horreur! Qui vous le volent? Oh, je m'en fous, ça, c'est pas ça, mais c'est l'horreur, l'horrible horreur du type qui veut rentrer dans le profond de votre cœur, de ce que vous avez de plus intime, n'est-ce pas? Et qui se finit par se prendre un peu pour vous. Vous comprenez? Ça, c'est horrible, vous savez. Les animaux, quelle merveille. Bon, on parlait tout à l'heure du fils, Mathieu, qui a 10 ans, mais il y a également la petite. Hein, vous ne m'en parlez pas d'elle. La seconde. Ouais. Il y a un troisième aussi. Il y a un troisième aussi. Ouais. C'est la grande famille cette fois-ci. Alors on n'y croit plus là parce qu'on se dit Léo Ferré a totalement changé. Ouais. Cette fois-ci, c'est le père de famille. Oui, un père bizarre, enfin, un père de famille, pas de problème. Pourquoi bizarre? Oh, parce que je pense pas être comme tous les pères, quoi. Mais je dis que, oui, moi je pourrais avoir un enfant je pourrais avoir un fils de 40 ans, facile, hein. Eh bien, ça me gênerait aujourd'hui que ce fils de 40 ans vienne chez moi et que je lui montre mes enfants petits. J'aurais l'air d'être le grand-père de mes enfants. Or, je ne suis pas le grand-père, je suis le père de mes enfants parce que je n'ai jamais eu d'enfant avant. Ça, c'est important pour moi. Ça me gênerait beaucoup. Vous auriez peur de ce décalage, hein? Oui, ça me gênerait. Et vous n'êtes pas un vieux père? C'est un vieux con qui fait des gosses maintenant. C'est vrai ce qu'on dit d'ailleurs, hein, soyez tranquille. Hein. Le vieux con qui fait des gosses maintenant. C'est ça. Mais c'est un vieux con qui est heureux quand même. Puis ses enfants l'aiment. Le vieux con. Et vous croyez encore au Père Noël? Toujours. Il faut y croire, hein, je crois. Oui, toujours. Vous savez, c'est pénible, hein, souvent. Mais enfin, c'est comme ça. Alors c'est à trop voir les êtres sous leur vraie lumière qu'un jour ou l'autre nous prend l'envie de les larguer. Ah oui, et ainsi commence votre technique de l'exil. Oui. Ça m'a frappé. C'est à trop voir les êtres sous leur vraie lumière qu'un jour ou l'autre nous prend l'envie de les larguer. Oui, vous savez, j'ai écrit ce texte il y a 15 ans. Ouais. Oh, peut-être un peu plus. Et vous avez pris l'exil bien plus tard. Oui, mais alors, vous savez que j'avais ça. C'est à trop voir les êtres sous leur vraie, comme de lumière, c'est ça? Oui. Qu'un jour ou l'autre nous prend l'envie de les larguer. Et oui, c'est ça. Et plutôt un jour que l'autre. C'est ce que je n'ai pas fait. Enfin, bref. Mais sous cette vraie lumière, Léo, qu'avez-vous découvert chez les êtres? Car c'est ça qui est intéressant. Eh bien, c'est ça, le Père Noël, au fond. On croit toujours que les gens sont mieux qu'ils ne sont. C'est ce qui fait qu'on vit avec les autres plus facilement. Mais si on avait une sorte enfin, ce qui correspondrait à la radioscopie, justement, une radioscopie portative, la vraie, n'est-ce pas? Ben, vous savez, on ne vivrait pas longtemps, oui. À moins... Des fois, il y a des miracles, bon, mais ça court pas les chambres d'hôtel, ni les petites maisons, ni les HLM, j'imagine. D'ailleurs, c'est terrible de regarder sous la lumière ou de regarder en pleine lumière, parce qu'après, on devient terriblement lucide, et la lucidité, c'est aussi une maladie qui nous mène à la solitude. Ouais. Eh oui, mais c'est comme ça. Ce sont des mots durs, hein, lucidité, la lucidité, exil, solitude. Il faut être lucide, il faut que les gens sachent exactement où ils mettent les pieds, où ils mettent leur cœur, s'ils ont l'occasion de le mettre un jour, même en battant du cœur comme on bat du tambour. Mais c'est vraiment la lucidité, mais la lucidité c'est une chose très rare et ça confine à l'indifférence, et l'indifférence c'est vraiment la super intelligence et hélas, je ne peux pas être indifférent parce que je ne suis pas super intelligent. Ouais. Et puis il y a, au bout du compte, quand même un peu d'optimisme derrière ce que l'on pourrait considérer comme du pessimisme. Car derrière le regard de certains hommes, et vous l'avez remarqué, il y a quelquefois ce silence que rien n'altère, et vous donnez beaucoup d'importance au mot altère, ce silence que rien n'altère qui m'empêchera toujours d'être tout à fait un exilé. Oui, je sais bien. C'est ça, mais ça c'est de votre
Probablement, vous devez sentir ça, vous aussi, dans votre vie de tous les jours. C'est comme ça, oui. Mais vous avez choisi quand même de partir. C'est ce qui m'a étonné. Et ça, c'est, je veux dire, presque un acte de courage. C'est pas Parce qu'on croit que c'est la fuite. C'est pas la fuite. C'est pas vrai, la fuite. Non. Ça, je le crois, du moins. Vous savez, c'est facile aussi pour quelqu'un comme moi qui fait le métier que je fais, de partir n'importe où, au moment où il vit de ce qu'il fait. Ça, c'est le privilège de l'artiste. Et c'est le seul, comment dirais-je, dans la société, le seul homme qui puisse aller vivre où bon lui semble, et un jour comme ça, quand bon lui semble. Moi, vous savez, au début, quand j'avais le téléphone, je n'étais pas loin du téléphone, et il ne sonnait pas souvent. Et quand il sonnait, c'était toujours qu'est-ce qui va se passer? Ça va aller mieux, ça va aller. Je vais faire ça, je vais enfin faire quelque chose. Et puis je ne faisais rien, mais il y a toujours cette attente. Et puis, lorsque le téléphone sonne, maintenant, ce n'est pas moi qui réponds. Voilà, c'est ça le grand changement. Et pour un artiste, je sais pas, l'exil, c'est Melville, que j'ai bien connu, et qui m'avait dit un jour, tu vois, l'exil volontaire, c'est la chose la plus difficile et c'est la plus merveilleuse qui puisse être pour un homme, quoi, donc pour un artiste. Et dans cet exil, là où vous ne bougez pas, il faut également remarquer que vous allez beaucoup plus vite que les voyages. Hein? Oui, enfin. C'est fou ce qu'on tourne, hein. Oui, c'est vrai. Lorsqu'on ne Vous bouge savez, plus. les voyages, moi, Hein? les voyages, c'est le voyage arrêté, quoi. Hein? C'est comme ça. Et puis vous cherchez, et d'ailleurs vous le dites à un moment, je ne sais plus à quel moment, vous cherchez une littérature sans mots, c'est-à-dire une littérature qu'on mangerait, qu'on respirerait, qu'on verrait, qu'on toucherait, qu'on entendrait. Ouais. Alors quelle est cette littérature? Vous savez, la littérature, c'est aussi, comment dirais-je, tout ça, c'est un peu l'illusion, n'est-ce pas? Je pense que dans un monde bien fait, on ne parlerait pas. On ne chanterait pas. Mais vous ne pourriez pas, vous contentez de vous taire. La preuve, il y a tous ces mots. Oui, je sais bien. Mais les mots, vous savez, ça sert à... Il y a 400 pages de mots. C'est ça la différence qu'il y a avec la musique. La musique, bon, c'est admis, et puis les gens se disent, oh, ça doit être bien, puisque c'est la musique que je comprends pas. Mais vous pouvez pas tromper les gens avec les mots. Voilà, parce que les mots, ils les comprennent. Ils parlent votre langage. C'est pour ça que je ne peux pas supporter les gens qui parlent pour ne rien dire et qui parlent surtout avec des mots que les gens ne comprennent pas. Et singulièrement les hommes politiques qui emploient des mots incroyables, quoi. Et je rêve de connaître, de voir un jour un homme politique qui parlerait avec des mots que tous les gens comprennent. Et vous croyez que c'est terrible, ça? Vous trouvez pas que... je veux dire que la politique politicienne d'aujourd'hui, enfin le discours politique... Ouais, ça a toujours été un peu comme ça. Je ne crois pas. Je crois que c'est plus grave qu'avant. Oui, je crois, oui. Parce qu'il y a la télévision, oui. Parce qu'il y a... C'est enflé. Ce sont des artistes devenus de variété avec... la différence. Il y a de bons artistes d'ailleurs. Hein. Il y a de bons artistes, mais la différence entre les gens, ils nous ressemblent, enfin on se ressemble, on fait le même métier en définitive. La différence qu'il y a, c'est que, à supposer qu'ils aient du métier comme nous, enfin lorsqu'on fait ça depuis longtemps, la différence qu'il y a, c'est que eux, dans les salles, les gens payent pas, vous voyez? Parce que si les gens payaient, ils n'auraient pas de public, vous voyez? Hein? Et nous, les gens payent pas. Quand ils payent pas, ils viennent pas. Hein? Et quand ils viennent pas, on se casse la gueule. Hein? Oui, mais Léo Ferré, il ne touche pas de droit d'auteur quand même. Non, mais enfin. Le droit, oui. Si on cherchait bien, peut-être des fois, n'est-ce pas que. Enfin, bref, quoi. Alors il y a, c'est vrai, l'exil, la solitude, mais il y a cette question que peut-être on pourrait se poser. Pourquoi, tous autant que nous sommes, nous avons besoin des autres? Et nous en avons vraiment très besoin. On ne peut pas vivre seul. Parce qu'on a besoin de tendre les bras à quelqu'un, vous savez. Toujours. Et si la personne en même temps vous tend les bras, alors c'est ça. C'est la rencontre. C'est ça qui est, je pense, inhabituel et qui est très rare. Et quand ça arrive, c'est pas mal, quoi. Et puis j'ai noté dans Testament phonographe, parce que cela me paraît important, 3 phrases qui sont, c'est vrai, des phrases percutantes, mais j'aimerais bien que vous expliquiez un peu là-dessus, Léo Ferré. La première, c'est dans la négation que l'œuvre d'art s'engendre. Pourquoi dans la négation? Parce que on n'a jamais été d'accord. C'est le jour où Gauguin a mis du mauve sur son tableau comment dirais-je, la scène, je crois. Et bien, il a inventé un truc. Les gens se disaient, il aurait pu se dire, qu'est-ce que c'est ça? Ça n'existe pas, ça. Et pourtant, regardez Van Gogh. Fantastique, quoi. Quand il peignait vraiment des choses qu'il voyait lui, et il les peignait comment? Il faut bien le dire.
eh bien, il disait non de toute évidence à ce qui est admis, et c'est passé dans le refus qu'on fait les choses qui peuvent inquiéter les gens parce qu'ils ne comprennent pas tout de suite, et qu'en définitive, après, on se dit, mais, ah oui, au fond, il avait raison, mais il avait raison 50 ans avant les autres. Oui. Et la deuxième phrase, la liberté est un renoncement. Oui, vous savez, je crois que le vrai sentiment de la liberté, moi, je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé, je ne peux pas le dire, mais je pense que c'est comme ça, c'est la vraie, le plus grand sentiment de la liberté, c'est en prison qu'on doit l'avoir. J'ai parlé à un type qui avait fait de la prison, je lui ai dit ça, et il m'a dit, t'as raison, oui. En prison, je me sentais vraiment libre. Parce que, si vous voyez, il pensait à ça tout le temps, vous comprenez. Et les gens ne savent pas qu'ils sont libres. Les gens à Paris qui sortent, qui vont travailler, ils croient être libres, mais ils ne le sont pas libres. Voilà. Vous êtes vous libre, Léo? Oui, mais alors moi je vous disais j'ai le privilège d'être... Vous avez la chance alors? Oui, c'est ça, bien sûr. Oui, moi je suis libre parce que avec le métier que je fais, quoi. Oui. Il y a la troisième phrase, vous autres de l'affirmative, enfin vous autres qui dites toujours oui, vous ne m'intéressez pas. Voilà. Moi, je suis contre. Je suis contre. Délibérément contre. Oui, oui. Oui, alors oui, c'est ça, parce qu'en étant contre, même avec la mauvaise foi, on fait quelque chose. Vous comprenez? On dit, le soleil se lève à l'est? Non. Mais vous ne pensez pas que le soleil se lève? Non. Ah, voilà, c'est comme ça. Oui. Et il y a des fois des gens qui disent ça, mais alors, pour vous avoir, pour vous posséder, alors c'est autre chose, ça. Mais être contre, c'est aussi un confort. Pas tellement, vous savez. Oh non. Pas du tout, non. Moi, je ne risque rien, évidemment, à être contre, mais moi, je suis fait comme ça. Je devais être contre quand j'étais petit, mais je ne le savais pas, parce que chez nous, encore, c'était un peu le pater familias. À la maison, mon père était très gentil, mais enfin, il fallait pas, il fallait arriver à l'heure pour manger, et puis, vous savez, moi, j'ai pas été majeur à la maison, hein. Mon père me l'avait dit, ici, il n'y a pas de... La majorité, ça n'existe pas. À 22 ans, je lui disais encore... il me disait, où tu vas ce soir? Je dis, je vais faire un tour au cinéma, ou bien je vais prendre l'air avec un copain, quoi. Je le mettais au courant. Il était inquiété par ce que je faisais ou ce que je ne faisais pas, vous comprenez. Et ça, évidemment, ça n'était pas possible d'admettre ça, mais ça s'admettait parce que c'était comme ça, et ça a heureusement changé, quoi. Et peut-être à votre tour, serez-vous un père abusif? Non, pas du tout. Vos enfants, non, on ne sort pas, non, on ne fait pas ça. Oh, pas du tout, non. Moi, je les mettrais vachement au courant, alors. Oui. Ah oui, oh là là. Vous savez, les choses ont changé, et ça, c'est 68, hein. Je parlais un jour à un type très bourgeois, très encravaté, comme ça, tiré à 18 épingles, là. Et à un moment donné, je ne sais plus à quelle occasion, il me dit, vous savez, avant 68, alors j'ai arrêté, je lui dis, pourquoi vous me dites avant 68? Parce qu'il y a après 68. Et 68, je lui disais à un monsieur important, je dis qui est le directeur d'un hebdomadaire parisien, l'autre, vous savez, et je lui disais que 80... Le Point ou l'Express? L'Express. D'accord. Je dis ce que c'était... Revel, il s'appelle. Jean-François Revel, oui. La couleur, quoi. Je disais à Revel, je croyais être un type de gauche à un moment donné. Puis en définitive, c'est un type d'extrême droite. Hein. Bon, je ne pense pas. Un peu, quoi. Non. Il joue un peu, quoi. En plus, comment savoir? Il joue, oui. Je ne pense pas. Alors là, je crois qu'il est resté de gauche. Hein. Je dis, tu sais, le 68, ça n'a rien à voir avec 89, c'est beaucoup plus important. Il m'a rayonné, comme si j'avais dit une énormité, quoi. Vous comprenez? Et si vous réfléchissez, vous verrez que c'est vrai. Alors on parlait de pour, on parlait de contre, mais peut-être on pourrait gommer pour et contre et dire avec. C'est une possibilité, ça? Oui, dans un monde mieux fait, quand on aura poussé cette porte énorme qui laisse passer un peu le soleil maintenant. Hein? Mais on peut rêver, non? Oui. Mais on ne fait que ça, vous savez. Vous savez, pour rêver, il faut avoir le temps et la possibilité, les moyens de rêver, c'est ça. Les grands rêveurs ont les moyens de le faire, vous comprenez. Il faut être lucide. Et puis alors, il y a toute votre inquiétude qui rejoint une réalité, c'est-à-dire que vous écrivez beaucoup, vous n'en finissez pas d'écrire, même lorsque vous ne publiez pas. Je suis persuadé que chez vous, il doit y avoir des textes qui traînent un peu partout, et puis vous écrivez quand même. La littérature, c'est le revolver des impuissants.
Alors, comme vous êtes un littéraire, vous êtes un impuissant. Ben, j'ai dit ça après. Je crois que j'ai connu André Breton, pour lequel j'avais beaucoup d'affection. Et c'est lui qui avait dit un jour, le seul acte gratuit, c'est de descendre dans la rue et tirer au hasard dans la foule. Ben oui, mais Dieu sait s'ils ont fait des choses, les surréalistes, ils ne l'ont jamais fait, ça. Parce que, évidemment, c'est impensable et c'est difficile. Et c'est ça, l'impuissance. Et c'est ça, la littérature. La littérature, c'est pas un mot, hein. La littérature, c'est ça, c'est dire des choses pareilles. Et puis, il y a aussi ce que l'on dit, ce que l'on fait, et puis il y a les ambiguïtés, il y a les contradictions, et je veux dire qu'on en trouve dans toutes les vies. Par exemple, vous dites, vous, Léo Ferré, l'indifférence est notre béquille à nous, les misanthropes. Et pourtant, vous citez Satie, qui entassait jour après jour, ça c'est important, sans l'ouvrir, qui entassait tout son courrier. Et pourtant, vous aimez les lettres, vous aimez qu'on vous écrive, et peut-être auriez voulu être ce génie de l'indifférence. Enfin, on ne sait jamais. Vous savez, celui qui cherchait Diogène avec sa lanterne, comme dirait Sioran. Oui. Non. Bien, Sioran, c'est un type. Ah là là. Sioran, c'est un type fantastique. Lui aussi vit dans une forme d'exil. Oui, il fait penser un peu à Diogène aussi. Et il faudrait penser un peu à Satie aussi. Vous savez, ce qui est important dans Satie, c'est que là, quand il est mort, il avait toujours bien habillé, tout ça, avec un col dur, et puis le melon et le parapluie ou la canne. Et chez lui, il paraît que c'est un foutoir abominable. Il vivait seul dans cette chambre d'arcueil cachant, là. Je sais plus si ça existe, il existait encore il n'y a pas tellement longtemps. Ça a dû être rasé, ça. Il doit y avoir un immeuble à béquille quelque part à la place. Eh bien, on est rentré chez lui, on a ouvert une malle. Et c'est dans la malle qu'on a trouvé un amoncellement de courriers jamais ouvert. Jamais ouvert. Mais on l'a su à ce moment-là. Je trouve ça extraordinaire. Il n'est pas possible de penser qu'on puisse. Je serais un peu près. J'aurais peut-être envie presque de faire ça, mais je n'arrive pas à le faire. Vous comprenez? Ne pas ouvrir. Non, vous avez trop besoin de recevoir des lettres. Non, je n'ai pas besoin de lire. Non, ça m'énerve. Ça m'énerve, bon le courrier. Oui, je ne peux pas supporter le courrier, mais des fois, c'est important. Je ne peux pas supporter le téléphone. Mais vous savez, le téléphone, c'est une chose extraordinaire. Et puis, c'est énervant. Et dernièrement, j'ai vu, vous savez, le chanteur canadien, que vous avez vu à... Gilles Vigneault. Gilles Vigneault. Et alors, après, jusqu'à 3h du matin, on a mangé dans un hôtel, et puis on est monté, et il a dit à Marie et à moi, viens, je vais téléphoner à ma femme. Il était 3h du matin, donc il était 10h là-bas, ou 9h, 10h chez lui. Il a pris le téléphone, il l'a chiffré, et il a vu Alison. Au Québec. Fantastique. Alors là, c'est merveilleux. Et pourtant, c'est bête de parler de ça et de dire que c'est fantastique, parce que les gens si ça marchait pas, les gens s'énervent. Ce téléphone, il ne marche jamais. Mais vous vous rendez compte, il l'a eu. Et moi, j'ai parlé à sa femme, je la connais, et je la connais bien, et ça m'a fait un plaisir fantastique. Comme quoi, le progrès est quand même annonciateur de bonheur aussi. Ça, je pense. Bah là, en tout cas. Je dis qu'on vit une époque abominable et fantastique. Voilà. Alors, soyons tout à fait francs, Léo Ferré. Vous avez Marie, votre femme, vous avez vos enfants. Parfois, vous devez être quand même un peu agaçant, non? Avec tous vos problèmes. Qui, moi? Ouais. Je pense pas. Non? Demandez-le à Marie. Non? Pas avec elle, en tout cas. Ouais. Vous savez, les gens que vous agacez, ils font tout pour que vous les agaciez. Non, parce que vous êtes créateur, vous êtes angoissé, vous êtes en recherche. Oui, mais enfin, c'est puis il y a que moi qui le sais, ça, ouais. Vous comprenez. Ah, les gens, il faut pas vivre avec des intellectuels. Alors. Ah non, je dis, à la maison, là, s'il y a quelqu'un qui sait qui était Villon ou Rudebeuf, ou qui donc, pas moi, Lautréamont, ça suffit à la maison, parce qu'à l'occasion, il peut raconter, apprendre aux gens à la maison les choses. Mais si vous savez qui est Lautréamont, si la personne qui vit avec vous, c'est qui est Lautréamont, c'est à ce moment-là que commence vraisemblablement la guerre.
Voilà. Vous vivez avec Lautréamont? Avec monsieur Isidore Ducasse? Pas du tout, non. Non. Non, pas du tout. Alors, il y a cette phrase aussi, dans 50 ans, on écoutera Beethoven, qu'après un reportage dans un journal à sensation. Et là, je ne suis pas tellement d'accord. Ah, c'est déjà maintenant, hein. 50 ans, c'est demain. Oui, mais on écoute Beethoven. Vous savez qu'on écoute de plus en plus la musique. Je viens, et on s'installe de plus en plus. Oui, on la cache encore. Je ne le pense pas, là, Léo. Oui. Si vous avez ce sentiment-là. Oui. J'ai pas le sentiment, c'est vrai, ça. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous êtes trop dans le... Non, mais je vois bien. Vous imaginez que vous faites dans la musique à votre émission, c'est tout le monde. C'est pas vrai, ça. Mais je vais vous dire quelque chose, Léo Ferré. Il y a des gens qui donnent des récitals, comme vous. Je sais que vous faites des salles pleines, souvent. Je dois dire que ceux qui font des salles pleines à travers la France ne sont pas tellement nombreux. Je pourrais même les compter sur les doigts d'une seule main. Mais en revanche, tous les concerts, eh bien, font salle comble. Il faut retenir à l'avance. Et il y a des milliers de concerts par semaine. Oui. Ça, je peux vous en donner témoignage. Ça, c'est vrai. C'est pour cela que je peux vous dire que la musique est reçue. Et il faut voir, regardez chez les disquaires, ce que l'on voit comme disque de musique classique. Monsieur Chancel, non, regardez. On va ailleurs, là. Non, écoutez-moi. Un chef d'orchestre, par exemple, que j'aime beaucoup, il s'appelle Leonard Bernstein. Oui. Bon, il vient à Paris. Bon, il donne un concert, 2 concerts. Il en donne 3 dans une grande salle. Dites. Il en donne 3, il en donne 4, de suite, je veux dire, un concert. Mais il en donne partout dans le monde. Non, à Paris. Oui. À Paris, il y a 10 millions d'habitants. Eh ben, c'est plein tous les soirs, tous les concerts. Oui. Combien de jours? Ben, Combien de concerts? Mais qu'est-ce que c'est qu'une salle remplie du Théâtre des Champs-Élysées avec 2000 personnes quand il y a 10 millions d'habitants? Et on dit, alors, vous savez, Léo, mais les gens écoutent la musique. Mais qui? Les gens à qui on a dit qu'il fallait écouter la musique et quand ils sont nés. Moi, je dis qu'il y a 2000 manteaux de Vison à Paris, il n'y en a pas 2001. Eh bien, lorsqu'il y a 2000 manteaux de Vison qui sont venus, c'est une image, bien sûr, écouter la musique, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'on a interdit la musique. Je ne dis pas qu'on est allé dans un bureau, que le pouvoir un jour a décidé, dit, nous allons interdire la musique. Non, c'est pas du tout ça, mais c'est parce que c'est comme ça. La musique, ça n'est pas dans la rue. Il faut qu'elle soit dans la rue, c'est tout. C'est une image. Ah, mais là, je suis d'accord. Mais je veux dire qu'elle est jouée. Voilà. Et qu'elle est entendue et qu'elle est reçue. Écoutez, moi, j'ai fait le Palais des Congrès pendant un mois, 24 représentations, dans une salle qui contenait, en 75. Ah, ce que vous avez déjà fait, je croyais que vous m'annonciez un nouveau concert. Non, en 75. Il y a dans une salle qui contient 3700 personnes. Bon, c'était un risque qu'avait pris le producteur, et je dois dire que je l'avais toujours remercié, je le remercie encore s'il a l'occasion de m'écouter, parce il payait tous les soirs cet orchestre Padoue avec des chœurs, et c'était beaucoup d'argent. Bon, il payait une location très très chère au Palais des Congrès. Bon, j'ai rempli ce théâtre pendant 24 représentations, et je veux dire que c'était de la musique, parce qu'il y avait évidemment aussi Beethoven et Ravel, le concerto pour la main gauche. Bon, la plupart des gens qui venaient, les jeunes aussi, qui venaient écouter Ravel ne savaient pas qu'est-ce que c'était que le concerto pour la main gauche. J'en suis certain, et j'en ai des preuves. Ouais. Bon, j'ai fait ça. Dites-moi, depuis qu'on fait des concerts, combien il y a de chefs d'orchestre qui peuvent venir à Paris remplir pendant 24 représentations le même concert au Palais des Congrès? Pas beaucoup. Voilà. Et ça, c'est vrai. Et c'est pourquoi. Oui, mais non quand même, pas la que musique est aimée. Non pas que je sois plus fort que les autres. Je me battrai pour ça. Non, moi je suis un chef d'orchestre de hasard. Bon, ben d'accord. Je suis passé comme ça. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai amené le public de la canzonetta à Beethoven et à Ravel. Vous comprenez? Ça, c'est plus voilà. important. Et c'est ça. Et ça, il faut le dire. Il faut gueuler aux gens qui ont le pouvoir de donner un orchestre, de me le prêter aussi un peu à moi. Mais alors là, il faut tuer les chefs d'orchestre permanents avant. Vous comprenez? Voilà. Il faut être un terroriste de la musique. Mais ça va peut-être venir. Voilà. Mais je crois qu'on vous a entendu, Léo Ferré, qu'on va vous donner un orchestre. D'abord, moi, je compte sur celui de Venise, hein. Je vais voir d'abord. C'est en Italie, hein. Ah oui, mais enfin, ça commence. Vous avez commencé par là. Ah oui, si vous commencez par l'Italie, alors. Et quel est l'orchestre que vous voulez en France, par exemple? Quel orchestre vous voudriez diriger? Je sais pas, moi, faites-moi dire. Écoutez, quand vous me verrez diriger l'orchestre de Paris, vous me téléphonez, hein? D'accord. Hein? Vous me direz, Léo, t'as raison, hein? Eh bien, là, ça, mon vieux, hein? Dans une autre, other life. Voilà. Merci, Léo Ferré. Il y a cette dernière phrase, quand même. L'écrivain aujourd'hui écrit dans l'autobus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... c'est une façon de dire. Je veux dire que l'écrivain, il peut écrire. Non, ça revient à ce que vous disiez de la rue? Oui. Bien sûr. C'est-à-dire la musique dans la rue, l'écriture dans la rue, tout le monde a droit. Non, c'était un peu, comment dirais-je, on peut prendre ça en mauvaise part, d'ailleurs. Écrit dans l'autobus, il irait un peu n'importe où. C'est monsieur machin. C'est le poète. Poète du jour, c'est monsieur... Comment il s'appelle ce type? Enfin, bref, je ne vais pas dire de nom, parce que moi, je vais m'attirer toutes les vengeances. Enfin... Merci Léo Ferré. Je rappelle que vous venez de publier un livre avec tous vos textes, le titre Testament phonographe aux éditions Plasma.
Merci Léo, et à très vite alors. Hein. À bientôt, au revoir. À la tête de l'orchestre. À Venezia. À Venezia. C'était Radioscopie de Jacques Chancel. Jacques Chancel recevait Léo Ferré le 1er mai 1980. L'émission a été remontée par Stéphane Combe et demain à 23h10, c'est la Radioscopie de François Truffaut que nous retrouverons. Un enregistrement qui date du 15 avril 1975.